Il l'a promis le 6 avril 2016 lors de son discours d'investiture, faire des réformes politiques et institutionnelles. Patrice Talon, vaille que vaille, a réussi à mettre en place ces réformes politiques. On peut citer, pourquoi pas, le système partisan avec la nouvelle charte des partis politiques. On peut citer également le nouveau code électoral, mais sans oublier aussi la révision constitutionnelle qui est intervenue en novembre 2019 après le dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre 2019. Seulement, et bien sûr, ces réformes et surtout la nouvelle constitution a induit donc une certaine prolongation du mandat du chef de l'État actuel. Et sur la question, le débat, et bien sûr, reste assez vivant, même si entre-temps l'actualité électorale a pris le pas. Alors, quel est le débat réellement pour certains observateurs politiques ou des questions de droit? La prolongation ne s'explique pas de façon juridique ou constitutionnelle, mais pour d'autres, cela s'explique bel et bien. C'est le cas, par exemple, c'est l'avis, par exemple, du professeur agrégé de droit, David Yaoui, qui donc est avec nous aujourd'hui. Il est donc avocat au barreau, bien sûr, du Bénin. Et puis, il est également membre politique du bureau politique de l'Union progressiste. Il est le président du groupe de réflexion alternative et perspective. Et bien sûr, sans oublier qu'il est aussi le doyen de la FADESP. Avec nous aujourd'hui, nous allons essayer donc de comprendre un peu comment est-ce que les réformes politiques et institutionnelles ont entraîné, bien sûr, cette prolongation du mandat du chef de l'État qui va prêter serment le 23 mai. En fait, le chef de l'État qui sera élu prêtera serment le 23 mai. Si c'est Patrice Talon qui est élu, alors au lieu du 6 avril, il prête serment le 23 mai prochain. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Corneille. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous aussi. Et la distance aussi. On essaye de gérer. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans nos locaux ici, pour donc la toute première fois d'ailleurs. Alors, au cours de ce débat, vous aurez également l'occasion d'apprécier le processus électoral en cours et surtout donc l'attitude et au sein de la mouvance CSN et également de l'opposition radicale. Mais en entendant, professeur Roch Yaoui David, alors comment expliquer la prolongation du mandat du chef de l'État selon la nouvelle constitution? Alors merci monsieur le journaliste, monsieur Corneille d'ailleurs. Est-ce qu'il y a encore un débat là-dessus? Je crois qu'il faut constater les choses et mettre le droit à sa place. Une constitution a été modifiée, une constitution qui comporte des dispositions transitoires, une constitution qui est une loi fondamentale, et nous enseignons d'ailleurs aux étudiants de la première année que la loi peut rétroagir. Et c'est le législateur lui-même qui prend l'initiative de faire rétroagir la loi. La modification est intervenue dans le cadre d'une procédure d'urgence au niveau du Parlement. Donc le problème, a priori, ne se pose pas. Donc, si la loi fondamentale a été modifiée et que cette loi fondamentale prescrit désormais un certain nombre de dispositions applicables directement à l'élection présidentielle, mais il faut revenir tout simplement à l'application de ces dispositions. Que les gens disent aujourd'hui ou qu'ils continuent de dire que la loi n'est pas rétroactive, je crois que moi je ne peux pas enseigner ça aux étudiants parce qu'il y a des principes qu'on enseigne en première année et qui consistent à dire tout simplement la loi peut rétroagir et c'est le cas avec la nouvelle constitution, enfin la constitution modifiée de 2019. Donc, on ne peut pas, sur la base de l'ancien texte, dire que le mandat du président de la République arrive le 6 avril, alors qu'il y a d'autres dispositions qui prescrivent que le président doit prêter serment le 23 mai. Constatons les choses simplement et allons de l'avant. Voilà. Alors, mais de façon constitutionnellement parlant ou juridique? Juridiquement parlant. Les 45 jours là s'expliquent comment? Comment voulez-vous expliquer ces 45 jours alors que la disposition nouvelle prescrit qu'il faut des élections générales? Et dans le cas des élections générales, il a été prévu une disposition expresse qui indique que la Constitution modifiée s'applique directement à l'élection du président de la République. Donc systématiquement, on prend en compte le calcul
qui fait que le 6 avril n'est plus la date butoir pour dire qu'il faut entrer, je dirais, en fonction ou bien prêter serment. Et forcément, les 45 jours deviennent, je dirais, une conséquence de la loi qui a été modifiée. C'est un constat très simple, logique qu'il faut prendre en considération, sauf si on veut faire du juridisme, sauf si on veut faire de la politique politicienne. Voilà. Alors, mais vos amis d'en face, et même vos collègues de les questions de droit, n'expliquent pas cette rétroactivité. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle la controverse. Des doctrinaires se lèvent, disent non, nous ne sommes pas d'accord, nous avons pris une position diamétralement opposée à celle d'autres doctrinaires. Donc ça existe en droit. Mais malheureusement, la doctrine ne fait pas encore le droit. La doctrine permet d'interpréter. Même l'interprétation est limitée. La doctrine donne des orientations. Donc tout ce que nous faisons à l'université, en tant qu'enseignant, en tant que professeur, ce n'est qu'une manière d'éclairer la lanterne du législateur. Ce n'est qu'une manière d'éclairer la lanterne du juge. Donc on ne peut pas dire nous avons raison. D'autant plus que c'est le juge qui, en dernière position, va dire voilà le sens dans lequel il faut prendre la loi. Voilà l'interprétation qui s'impose. Je ne sais pas pourquoi on polémique inutilement dessus, alors que non, on n'a pas raison. Une loi peut rétroagir et ce n'est pas parce que c'est une loi constitutionnelle ou bien c'est la Constitution qu'il ne faut pas appliquer le principe. La Constitution, c'est la loi fondamentale et la loi fondamentale est une loi. Donc le principe est toujours de mise. Et de mise, oui. D'accord. Alors, mais pour certains, c'est un peu comme si on n'a pas pu mettre les garde-fous, les précisions nécessaires, parce que certains pensent que, puisque selon l'autre, puisque Patrice Talon a prêté serment le 6 avril, avec l'autre constitution, puisque le débat se pose toujours à propos des constitutions, il y en a qui ne reconnaissent pas ce qui a été fait en novembre 2019, à la suite aux décisions de la CADHP, et le débat est resté un peu tendu. Alors pour eux, c'est que la fin du mandat, c'est le 6 avril. Donc le 23 mai, 45 jours, qu'on aurait pu apporter beaucoup plus de précision. Mais il n'y aurait pas de logique, il n'y aurait pas de logique à vouloir dire on va appliquer l'ancienne constitution. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui modifie cette ancienne. Ce n'est pas possible. Il faut prendre dans la constitution modifiée deux éléments. Il y a les éléments qui vont jouer pour l'avenir. Il y a les éléments qui sont pris en compte dans le cadre du droit transitoire. Et donc les deux vont pouvoir jouer. À partir de ce moment, quel est l'empire de la loi de 2019, on va dire, la loi fondamentale de 2019, et quel est le champ d'application de la loi de 1990. Tant qu'on n'a pas bien fait le débat, du moins le distinguo, on va s'embrouiller. Il n'est pas possible, puisqu'on a dit la Constitution a été modifiée, a été ratifiée et promulguée par le président de la République. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça rentre en application systématiquement. Et donc, il y aura des conséquences. L'une de ces conséquences, c'est le mandat qui bouge. Parce qu'il y aura des élections qu'il faut alors aligner sur un principe général. Donc, je ne vois, moi, personnellement, pas le débat. Sauf si, encore une fois, on veut faire du juridisme. C'est tellement clair, simple, que même si on explique ça à un villageois, quelqu'un du terroir profond, la personne dira, mais pourquoi ces intellectuels sont-ils en train d'ergoter, de faire du bavardage? Et pourquoi selon vous? Pardon? Et pourquoi selon vous? Pourquoi? C'est-à-dire? Pourquoi ces intellectuels font du juridisme? Oui, parce que nous passons tout notre temps à discuter. Nous passons tout notre temps à faire de l'intellectualisme. Nous passons tout notre temps à nous occuper de ce qui n'arrange pas et ce qui n'avance pas le pays. Bavarder, parler, discuter, montrer qu'on est intellectuel, qu'on est, comment dit-on, professeur d'université. Non, il faut qu'on arrête ça. Et il faut revenir de temps en temps à une certaine objectivité. L'objectivité, il y a un texte de loi. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les conséquences? Quelle est notre attitude aujourd'hui? Je crois que si on n'en arrive pas là, on va continuer toujours à représenter, je dirais, une classe en Afrique, classe de personnes qui passent tout son temps à dire « je suis plus intellectuel, je suis plus intelligent que les autres ». Il faut qu'on arrête ça. Donc pour vous, il y a eu un peu de récupération politique autour de... Bien sûr, c'est de la récupération politique, parce qu'on peut comprendre aisément, on peut comprendre facilement.
Mais s'il y a eu de récupération politique, comme vous le dites, est-ce que quelque part, on n'est pas tenté de donner raison à ceux qui le font, si déjà on sait que les réformes sont intervenues difficilement, avec un manque de consensus et de dialogue politique entre l'Assemblée et l'opposition? Ceux qui récupèrent ont leur projet. Et parce que ça ne les arrange pas, ils vont récupérer, ils vont discuter, ils vont aller dans tous les sens. Mais sérieusement, on ne peut pas faire avancer un pays avec des débats interminables. On ne peut pas faire avancer le pays avec des intellectuels qui passent tout leur temps à critiquer. Alors que le président de la République, candidat alors, avait un projet. Et ce projet était basé sur un certain nombre de réformes. Les réformes sont mises en place et on trouve qu'il y a, comment dit-on, que le pays ne va plus bien, que la démocratie est en train de chuter, etc. Arrêtons. Mais pensons notre pays, pensons au développement du pays et laissons le temps au temps. Je suis certain que les gens vont déchanter bientôt. Il y en a beaucoup qui vont revenir en arrière en disant « Mais ce que le président de la République a pensé, mais c'est génial. Suivons, essayons d'améliorer et aidons-le à mieux faire ou du moins à corriger peut-être certaines choses et à les améliorer. » Les gens vont venir là. Attendez, vous allez voir. Mais est-ce que la célérité dans laquelle ces réformes sont intervenues aussi, avec surtout cette crise, cette tension d'avant les élections de 2019 ou de cette tension qui ont accompagné les élections de 2009, avec aujourd'hui également la configuration du Parlement actuel, est-ce que tout ceci n'explique pas? Puisque si vous le reconnaissez que la situation actuelle, la prolongation du mandat, est bien sûr conséquence de la révision constitutionnelle, est-ce que toutes ces situations aujourd'hui où les camps s'affrontent, les avis sont divergents sur la question, est-ce que tout ceci ne découle peut-être pas de la situation connue en 2019? Je vous le conseille parce que, vous savez, quand vous avez des intérêts à un moment donné et que ces intérêts sont plus ou moins attaqués, vous allez réagir. C'est normal, c'est la nature humaine. Parce que nous n'avons pas été habitués à des réformes du genre. Et quand vous voulez évoluer, ça c'est tout à fait sur le plan politique que je le dis. Quand vous voulez évoluer, quand vous avez un programme à mettre en place, il faut mettre également, il faut voir du côté du droit comment vous allez verrouiller un certain nombre de choses. Si vous ne le faites pas, l'opposition le ferait à votre place. L'opposition ne voudra pas que votre programme puisse aller jusqu'au bout. Donc, normalement, il faut considérer que nous sommes en politique et qu'un pouvoir en place a le droit de mettre en place également des réformes. Même si c'est douloureux pour certains, parce que les intérêts sont en jeu, les intérêts ont été quelque part bannis, je vais dire, parce que c'est des intérêts égoïstes en réalité. C'est normal que l'on fasse de la récupération. C'est normal que l'on soit aigri. C'est normal que l'on dise que le Parlement est monocolore, alors qu'il y en a au moins deux. Je ne sais pas ce qu'on appelle monocolore dans ce cas. Et puis, ce n'est pas... Le Parlement qui est constitué dans son entièreté des partis qui soutiennent... Vous avez d'abord des partis divers qui se sont regroupés dans le système partisan. On a demandé aux gens, faites-le pas. Allez dans le système partisan. Vous avez dit non, parce que ça ne vous arrange pas. Maintenant que c'est mis en place, vous dites qu'il y a une manière d'exclure les gens. Ils ont dit non, où les dispositions de la loi étaient beaucoup plus corsées. Il faut que la loi soit un peu corsée à un moment donné, parce que nous avons... Il y a eu l'affaire du certificat de conformité qui a été... Mais quand il y a blocage, parce que des tests ne sont pas compris, qu'est-ce que le juge fait? Le juge donne une interprétation, le juge donne une orientation, le juge dit voilà comment il faut le faire. Un certificat de conformité, ce n'était pas grand-chose. Voilà, nous étions là, nous allons nous mettre en conformité vis-à-vis de la loi nouvelle, et puis le problème est réglé. Mais les gens ne voulaient pas parce qu'ils estimaient que les conditions nouvelles qui sont imposées par le code électoral, que ce sont des conditions qui sont plus draconiennes. Quand vous êtes en politique, quand vous avez de la stratégie, vous allez dans le droit tel qu'il est dit et ensuite vous vous battez. Mais dans l'épisode, on n'a pas quand même senti cette main tendue également du pouvoir pour mieux comprendre le pouvoir a toujours tendu la main. Mais parce que les gens étaient dans un système qui quasiment démontrait qu'ils sont braqués. Ils sont braqués contre tout. Ils sont braqués contre un régime en place. C'est aussi simple que ça. Il y a une personne qu'il ne faut plus voir à la tête de ce pays. C'est tout le problème.
Tout le problème est là. Mais vous avez reconnu tout à l'heure sur ce plateau qu'il y a eu des verrous à un moment donné. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis juriste. Pour avancer. Je suis juriste, je vais vous le dire. Par exemple, je conclue un contrat avec vous, ou je négocie d'abord un contrat avec vous, je vais penser à mes intérêts. Je vais penser aux intérêts de mon entreprise. Je vais penser aux intérêts de mes salariés. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais trouver des dispositions qui permettent d'asseoir le contrat sans pour autant mettre en difficulté le partenaire avec qui je suis. Parce que quand vous êtes trop fort, à un moment donné, il se pourrait que vous soyez faible. Donc, forcément, dans le système qui est là, il y a des règles de droit qu'il faut mettre en place. Et parce que nous avons vécu une histoire, un passé qui n'est pas très bon, comment améliorer ça? C'était par le système juridique qu'il fallait passer. Et donc, du coup, voilà. Alors, en tout cas, professeur Roch Yaoui David, merci pour ces précisions d'ailleurs. Alors, puisque vous êtes ici sur ce plateau avec nous, on va poursuivre maintenant et entamer la seconde partie. Votre avis sur donc, le processus électoral en cours. Alors, sur ce processus électoral, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je suis heureux de savoir que ça poursuit inexorablement son petit chemin. Nous avons eu des dispositions constitutionnelles qui prévoient les élections générales. La mise en place de ces dispositions cette mise en place conduit à faire un certain nombre de réglages. L'élection présidentielle est arrivée, et vous avez constaté, ceux qui d'ailleurs disaient on n'est pas d'accord. Le 6 avril, c'est la date butoir. On ne saurait accepter l'application de la Constitution modifiée. Mais qui se sont empressés d'aller déposer leur dossier en cherchant des parrainages. Ça, c'est une incongruité. Parce qu'il faut rester... Mais ils l'ont justifié. Par quoi? C'est-à-dire la volonté quand même. La volonté seule ne suffit pas, alors qu'il y a la loi qui permet de donner, je dirais, une manifestation plus plausible à la volonté. Vous ne pouvez pas... Parce que c'est pas parce qu'on est en politique qu'on va oublier le droit. Je suis désolé de le dire. Il y a des règles, on respecte les règles, et puis on a une stratégie, un certain nombre de démarches méthodologiques, et on y va. Vous n'êtes pas d'accord, et vous dites, on veut aller à l'élection présidentielle sur la base de l'ancien texte qui n'est plus en vigueur. Il y a un illogisme terrible que seuls les Béninois, enfin, catégorie de Béninois, développent. Je ne comprends pas. C'est dommage. Et donc, le processus électoral en cours continue son chemin. Et je serais heureux de savoir qu'à la date du 11 avril, les gens sont allés voter. Un vote utile, un vote stratégique, un vote qui permet de penser la continuité. Le président de la République l'a dit à un moment donné, la dynamique, et puis qu'on en sorte de là pour penser à autre chose. Développement du pays et qu'on continue sur, je dirais, la construction des infrastructures, l'accès à l'eau et que sais-je encore, etc., etc. Alors, mais à chaque niveau donc, du processus électoral, il y a toujours des hicks. Oui, il y a toujours des couacs, parce que les gens ne sont pas contents. On a vu donc l'attitude de l'opposition radicale. Vous l'avez dénoncé tout à l'heure. Si on n'est pas d'accord avec la loi, pourquoi on veut s'engager? Vous l'avez dit tout à l'heure. Au niveau donc du parrainage également, oui. Il y a aussi des hicks aussi. Absolument. Alors, est-ce que, professeur Yaoui, est-ce que finalement, ces réformes connues ces dernières années, de 2016 à maintenant, oui. Est-ce que ces réformes, si ça crée tant de polémiques, si ça crée tant de remous, si ça crée tant d'incompréhension ou de divergences, est-ce que ces réformes ont été réellement mûries? Le problème n'est pas dans la réflexion, dans, je dirais, la bonne essence des réformes. Aucune réforme ne fait du bien. Les réformes juridiques, lorsqu'elles interviennent, ça secoue des intérêts. Ça secoue tout un pan d'institutions. Ça donne des modifications. Ça introduit, je dirais, l'obligation de s'adapter. Nous n'avons pas l'éducation à la réforme. Nous n'avons pas ça parce que nous avons été habitués à un système très laxiste. Nous avons été habitués à faire tout en disant c'est le consensus, il faudrait qu'on s'entende, l'unanimité ici. Mais c'est sur le dos de la population parce que l'intérêt général est généralement bafoué. Les réformes
sont toujours des réformes douloureuses. Et les systèmes démocratiques ne peuvent pas se passer de réformes. Ce n'est pas possible. C'est parce que, à un moment donné, ceux qui pensent qu'on aurait dû faire les choses autrement ont été plus ou moins désabusés que tout le débat a commencé. Parce qu'on estime que non, d'abord sur le système partisan, vous avez vu, dit non, c'est pas comme ça, il faut faire le regroupement des partis politiques. Non, c'est le code électoral, il y a des... C'est pas possible. Il faut aller voir dans tout le monde entier. Surtout en Afrique de l'Ouest, les réformes sont toujours imposées à un moment donné pour qu'on aille dans un sens donné. Et puis les réformes ne font pas systématiquement bien. Les réformes même doivent conduire à une certaine exclusion parce que vous ne pouvez pas faire une réforme et penser que dans tel domaine, alors que vous avez des objectifs précis, vous avez une stratégie précise, pensez que vous allez faire la part belle à ceux qui sont là. Non, sinon vous n'allez pas évoluer, c'est pas possible. Est-ce que c'est le cas du parrainage, si vous reconnaissez que des le réformes parrainage est un système qui existe depuis longtemps. En Afrique, au Sénégal, en France, en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas nouveau. Nous voulons l'expérimenter. Pourquoi ne pas essayer? Au départ, je disais à ces opposants, il n'y a qu'une seule voie, aller négocier le parrainage. J'ai estimé d'ailleurs à un moment donné que le parrainage n'a pas de valeur vénale, que le parrainage ne peut pas être quelque chose que l'on va payer à prix coûtant. Non, c'est une question de volonté parce que vous avez un projet de société qui agrée quelqu'un, qui vient vers vous, qui dit « je vous donne mon parrainage ». Donc, allez négocier. Les gens ont passé tout le temps à discuter, Est-ce à que critiquer. c'est aussi facile quand on est dans des partis différents, on n'a pas la même conviction et autres, est-ce que c'est aussi facile? L'opposition, la société civile parlait d'une certaine incohérence. La société civile n'a pas encore bien compris. Et puis ça va venir. Vous savez, en matière politique, il faut avoir une stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie et que vous restez dans votre coin à critiquer, à tirer sur tout ce qui bouge, vous n'allez jamais penser à aller au bout de votre analyse ou de votre... Enfin, ce que vous voulez. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut taire un peu les divergences. À un moment donné, il faut voir là où ça arrange, mettre en place une stratégie, obtenir ce que l'on veut et continuer la lutte. Mais vous ne voulez pas le faire, vous êtes radicalement braqué parce que vous ne voulez pas de ce... Le Bénin n'appartient pas à, comment dit-on, à telle ou telle personne. Le Bénin, c'est pour tous les Béninois. Oui, et quand quelqu'un pense que voilà comment il faut conduire le pays, nous allons normalement nous mettre autour de lui, l'aider à mieux réussir. Mais quand on revient au parrainage, est-ce que ça ne reste quand même pas un instrument d'exclusion? Le parrainage, c'est forcément une exclusion. Quand on a entendu le ministre, par exemple, de Orunla dire la difficulté qu'ont eu donc, les soutiens du chef de l'État, ces élus du chef de l'État, donc à parrainer autres candidats que le chef de l'État, et quand la loi prévoit au moins 16 parrainages, qu'on a vu qu'une bonne partie quand même de ces élus, plus de 100 ont accordé leur parrainage au chef de l'État. Pendant que l'opposition c'est d'abord une question de volonté. Voilà. Pendant que l'opposition en cherche, est-ce que ça ne pose véritablement pas un autre problème? Non, ça ne pose pas de problème. Vous savez, j'ai un parrainage à donner, c'est une question de volonté, c'est une question individuelle, c'est une question de conscience d'abord. Quand je suis d'un camp donné, d'un parti politique donné. Par ailleurs, nous sommes dans un... Pourquoi le système partisan a été mis en place? On ne va pas en arriver là et chacun va, je dirais, agir à sa guise. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce que l'on met en place comme système partisan ne vaut strictement plus rien. Nous sommes dans un parti politique. Nous avons été portés par un parti politique. Le parti politique dit, voilà la ligne de conduite. Mais il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, si je ne veux pas, je me retire du parti politique. Et là, je prends mes libertés, je prends mes aises et je me retrouve quelque part. Mais s'il n'y a pas cette discipline du groupe, discipline du parti, ça veut dire que nous aurions fait fausse route s'agissant du système partisan. Donc le parrainage, c'est vrai, c'est une question individuelle, mais c'est d'abord une question qui dépend de la ligne de conduite un peu imprimée par le parti de façon globale. Et donc, il ne s'agit pas de dire, c'est vrai, j'ai le droit de parrainer qui je veux, mais le parti politique va dire, mais attendez, nous avons quand même une certaine idéologie. Nous pensons conduire le président dans tel ou tel sens. On ne va pas aller dire à quelqu'un qui nous attaque de front, qui nous insulte,
et qui viennent demander un parrainage, il n'y a pas de logique. Alors, Pas de logique. mais si on vous comprend strictement, ça veut dire que même les partis d'opposition qui ont eu le parrainage ne devraient pas l'avoir. Les partis d'opposition qui ont eu le parrainage La ont eu force une que vous certaine pouvez mener est stratégie. émergent. Ont eu une certaine stratégie. Il faut aller voir les motivations. Je ne les connais pas, donc je ne peux pas les développer ici. Mais celui qui a eu un parrainage, ça veut dire que celui-là, quelque part, a pensé la chose autrement. S'est dit, voilà comment je peux y accéder. Et c'est pourquoi je parle de négociation. Dans la négociation, vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'on y met. Mais est-ce que la première expérimentation de cette disposition avec tous ces problèmes, est-ce que ce n'est peut-être pas le moment de faire la suppression comme certains proposent? C'est trop tôt de parler. d'y réfléchir. C'est trop tôt de parler de suppression. On ne l'a même pas encore entièrement expérimenté. Finissons avec l'élection présidentielle et ensuite tirons-en les conséquences. Faisons un bilan et voyons comment on peut éventuellement améliorer ou corser encore davantage les choses. Professeur Roch Nyaoui David, merci pour cette précision. Avant de vous laisser partir, quel mot vous avez donc à l'endroit de la classe politique, mais également des Béninois qui vous suivent ce matin, puisque nous traversons une période un peu sensible. Donc, quels sont vos messages, quelles sont vos exhortations, surtout à la paix? Alors, à la classe politique, je vais dire qu'à un moment donné, lorsque l'on a mené toutes les batailles et qu'on se sent vaincu, il faut arrêter. Il faut repenser la stratégie. Et repenser la stratégie, c'est penser au Bénin, c'est penser à la paix du Bénin, c'est penser aux populations du Bénin. Et par conséquent, les velléités de violence, les velléités de dégradation ou que sais-je encore, il faut les ranger définitivement au placard. Je crois que nous avons besoin d'être ensemble. Tous les Béninois sont appelés à construire ce pays. Et opposition comme mouvance, comme tout le monde en tout cas, de toute façon, ça c'est mon point de vue. Et c'est une réflexion profonde que chacun doit pouvoir se faire. Et c'est parce que peut-être nous sommes trop égoïstes que nous n'arrivons pas à faire le pas vers l'autre. Et c'est vrai que le Béninois, de façon un peu générale, il est trop individualiste. Il faudrait qu'on arrive à introduire un peu plus de tolérance dans ce que nous faisons, et un peu plus d'indulgence dans ce que nous faisons, et en se disant, le temps va permettre de comprendre où est-ce qu'on va, pourquoi on y est allé, et comment on peut peut-être améliorer les choses. À l'endroit de la population, c'est la sérénité que je demande. Et qu'à un moment donné, que les gens se disent, c'est le Bénin, faisons ce qui est possible, ce qui est bien pour ce pays, et puis je crois la vie va continuer dans ce sens. Merci, professeur Roch Nyaoui David. On en parlait avec vous de la prorogation du mandat de chef de l'État. Et pour vous, les polémiques autour sont sans fondement. Il y a eu de la récupération politique autour. Ce n'est qu'une conséquence, et bien sûr, de la Constitution, de la révision constitutionnelle. Pas d'éducation à la réforme. Le système était laxiste et pour changer, il y a des résistances, mais on doit évoluer et bien sûr et dépasser ces résistances. Vous avez donc appelé toute la classe politique et la nation béninoise à la paix pour mieux passer donc cette période sensible. Merci d'avoir été donc les nôtres ce matin. Nous espérons certainement vous voir sur d'autres plateaux beaucoup plus larges ici à Eden TV. Pourquoi pas dimanche politique selon donc vos disponibilités avec mon confrère Loris Freddy Davor. Merci à vous professeur. Merci. Et puis bonne journée à vous. Bonne journée aussi et à très bientôt.